Vous écoutez Tech Café et vous écoutez en particulier le troisième et dernier volet d'un entretien que j'ai eu avec Romaric Briand. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et j'ai eu le plaisir de parler de la création de jeux avec Romaric, de sa personnalité, son profil, son regard sur la société et évidemment plus spécifiquement sur son rapport à la tech. Et ça va évidemment nous occuper encore dans ce troisième volet d'entretien. Alors vous allez voir que ça nous a amené sur des terrains assez insoupçonnés, moi que j'avais pas du tout prévu. J'ai été ravi de converser avec Romaric. Si jamais vous découvrez le podcast ou que vous découvrez cet entretien avec cet épisode, je vous invite évidemment à remonter dans le flux du podcast pour écouter le premier épisode, le second épisode, pour mieux comprendre et mieux appréhender notre échange dans sa globalité. Et puis moi, de mon côté, je vous laisse avec cet ultime épisode avec Romaric Briand. Bonne écoute. Je voulais quand même en venir à un sujet qui m'intéresse autant moi à titre individuel que peut-être une partie de nos auditeurs. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur comment est-ce qu'on crée un jeu. Par quoi on commence ? Est-ce qu'on commence par l'univers, par la proposition artistique ? Est-ce qu'on commence par le système de jeu ? Est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Du coup, dans cette réponse, Romaric, j'aimerais bien que tu me glisses quelle est la part de nouvelles technologies qu'il y a là-dedans. Et j'imagine que selon les jeux, ça peut être très différent. Mais comment tu travailles ? Donne-nous un petit peu un aspect coulisses dans la création des jeux. Alors, il y a différentes étapes. En fait, le commencement peut varier vraiment fondamentalement. Ça peut être un truc. Voilà. Je vais donner moi quelques exemples de commencement que j'ai eu, mais je ne prétends pas les brosser toutes. Je pense que chacun en fait a des intuitions. C'est quoi ta pratique ? Des jeux. Moi, en fait, souvent, ma pratique, c'est de proposer en fait. À mes enfants. Alors pour l'instant, là en ce moment, c'est beaucoup des trucs qui font kiffer mes enfants. Ok. Le truc, c'est que là, moi, j'essaye de faire en sorte que mes enfants diminuent leur temps d'écran. Et quand je vois des jeux vidéo qui leur plaisent, là, par exemple, tu vois, j'avais vu que Soren, il adorait Dune 2 Battle for Arrakis sur Mega Drive. Et qui est un jeu, donc le premier RTS, je pense, c'est-à-dire vous construisez votre base, qui vous donne accès, en fait, chaque infrastructure vous donne accès à des capacités spéciales, vous construisez vos unités, vous attaquez la base de l'adversaire, voilà, c'est un RTS à la Command Conquer, à Starcraft, tous ces trucs-là, enfin voilà, quoi, c'est Dune 2 Battle for Arrakis. Moi, j'y joue sur Mega Drive. Je sais que beaucoup y jouaient sur Amiga. Je suis sûr que Guillaume Podjaspala va dire que Amiga, c'est beaucoup mieux. Mais évidemment, tous les gros qui disent ça. Mais moi, j'étais pauvre. Hein. J'avais pas d'Amiga, voilà, Guillaume. Donc, je jouais sur Mega Drive chez des copains. Et donc, du coup, j'ai fait jouer à ça à mon fils et j'ai vu qu'il accrochait. Le problème, c'est qu'il a qu'une heure de temps d'écran. Donc, on s'est dit, c'est pas grave. On va découper des petites pièces et puis on va jouer à Dune 2 Battle for Arrakis en vrai, sur un plateau. Et c'est comme ça qu'est né Cetra, par exemple, tu vois. Ok. Donc, c'est juste concrètement, une idée comme ça pour... Alors ça, c'en est une. Après, moi, j'aime bien partir de matériel existant. Donc, tu l'as vu, Vademecum part du jeu d'échecs. Oui, le Val, tu nous as expliqué avec le rapport avec ta grand-mère en plus. Voilà. Pour l'Olirock, c'était une commande de ma nièce qui voulait à tout prix avoir un petit jeu coopératif. J'ai pas présenté l'Olirock, mais voilà, vous pouvez aller voir ce que j'ai fait sur l'Olirock si vous voulez. L'Olirock, c'est un dessin animé avec des petites princesses qui se transforment. Casse pas trois pattes à un canard, hein. C'est pas un très bon dessin animé, il n'y a pas de grandes problématiques existentielles dans l'Olirock, mais ma nièce en était fan et donc j'ai décidé de lui en faire un petit jeu. Mais le jeu fait bien un épisode de l'Olirock. Bon. Voilà, donc là tu vois, ça partait aussi d'une intention comme ça. Trip to Sky, c'était vraiment une volonté de... Là pour le coup, il y a quelque chose de profondément intime, de parler de la foi, de ma volonté de m'évader des contraintes de la réalité. Il faudrait que je lise peut-être Trip to Sky pour qu'on ait notre débat mentionné juste avant. Je pense qu'un ouvrage peut-être qui pourrait t'intéresser, Guillaume, c'est Le Monde Logique. Okay. Qui est donc la discussion entre Miphos et Solipsis, parce que sur le Tractatus, parce que ça te présente ma conception de la philosophie du langage, qui est celle de Wittgenstein, qui a été réfutée entre-temps par plein de philosophes, mais qui a l'avantage en fait de poser quelques concepts bien précis et de du coup pouvoir présenter des intuitions bien précises aussi. Et du coup, ça pourrait être un bon ouvrage pour si on veut orienter notre discussion.
Franchement, je serais incapable de dire. Tu vois, tous mes jeux ont des commencements différents. C'est drôle. Parfois, c'était un propos. Le prochain jeu que je fais, après Cetra, c'est. Allô, tu m'entends plus? Guillaume, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'ai perdu. Je t'ai perdu quelques secondes. Je t'ai retrouvé. J'ai entendu tu m'entends. Ok, d'accord. T'es là? Bon, écoute, on va essayer de continuer. Je t'entends plus. Tu m'entends plus? Merde. Alors normalement, si tout va bien, si tu m'entends, tu as la piste qui est en train d'enregistrer ce que tu dis. Peut-être que Skype se rend compte qu'on parle depuis trop longtemps. Ouais. Est-ce que tu m'entends là? J'ai redémarré mon micro. Oui, moi je t'entends en fait. Ah, je t'entends, ça y est. Ah ouais, j'ai redémarré mon micro peut-être. Ah bah il a dû avoir un coup de chaud peut-être. C'est notre discussion autour des croyances qu'il l'a. Ouais, je pense c'est ça. C'est bon, il a c'est voulu revenu. me couper le sifflet. Ah, t'en fais pas. Il a voulu me couper le sifflet parce que j'ai des croyances délirantes au sujet du monde. Même ton micro s'en rend compte. Non, t'étais en train de me dire que t'avais des propositions différentes pour chacun de tes jeux, en fait. Enfin, que les origines et les méthodes de construction étaient un peu différentes, quoi. Mais là, tu me parles des origines, et ça, je le comprends bien. Et d'ailleurs, ça veut dire peut-être, enfin, tu pourrais très bien demain te dire, tiens, j'ai un Rubik's Cube, qu'est-ce que ça m'inspire? Comment est-ce que je peux le transposer comme médium pour un jeu de rôle? Ça pourrait fonctionner Exactement. comme ça. Ok. Et du coup, une fois que tu as cette idée, comment ça se passe? Est-ce que tu écris des règles, tu ouvres ton éditeur de texte favori, tu commences à saisir des règles, comment ça se passe? Alors la première chose que je fais, c'est que je prends en note les règles principales sur mon carnet. Ok. Donc moi, je d'abord pas de numérique d'abord, parce que j'ai noté que le numérique chez moi avait un effet figeur. C'est-à-dire qu'une fois que c'est sur le numérique, j'ai l'impression que c'est gravé dans le marbre. Je sais pas pourquoi. Donc du coup, je garde d'abord tout sur mon carnet. J'écris les règles fondamentales du jeu. Ensuite, j'en fais une première partie. Et puis ensuite, les règles qui fonctionnent pas, je les élimine. Les règles qui fonctionnent, je les enlève, etc. J'ai des jeux qui sont nés du jour au lendemain d'un seul coup, comme le Val par exemple. Okay. J'ai noté toutes les règles sur le papier et ça a marché du premier coup. Ex Nihilo, pareil. Ça a fonctionné. Mais après, tu as toujours des petites corrections à apporter. Et en fait, ce qui guide les corrections en question, c'est ce qui se passe pendant la partie. Ah ouais, mais ça, c'est hyper intéressant. Si c'est quelque chose dont je t'ai pas encore parlé, c'est de la vision, presque permaculture de la conception de jeu qu'on développe et qu'on défend à la cellule. Ok. C'est quelqu'un comme Globo notamment qui nous a fait remarquer cette petite cette vision qu'on avait là. L'idée, c'est que un créateur de jeu, il met des règles un peu au hasard et puis il regarde ce qui se passe. Alors certes, son expérience du nombre de jeux qu'il a faites va pouvoir commander aux premières règles qu'il va poser. Parce que si par exemple il a observé que dans les jeux ça crée énormément de coercition, de contraintes matérielles, que la personne qui soit le maître de jeu soit celui qui ait le plus d'argent, d'argent concrètement autour de la table. Je connais un jeu qui est comme ça, Dog Eat Dog, dans lequel la personne qui est l'animateur principal de la partie est nécessairement celui qui a le plus d'argent, ce qui oblige les joueurs à déballer leur compte en banque et compagnie. C'est très intéressant. Donc ça crée certaines mécaniques. Donc si j'ai joué à Dog Eat Dog, j'ai comme corde à mon arc cette idée que tiens, ça peut être un truc intéressant pour produire certains effets. Donc en gros, on va avoir comme ça, on joue déjà, un créateur de jeu, c'est quelqu'un qui doit jouer à plein de jeux différents, pour voir les effets que produisent certaines règles. Alors ça, je te le donne en mille, c'est un des propos de la cellule. Un des objectifs de la cellule, c'est de discuter, à travers une émission qui s'appelle One Shot, mais aussi à travers une émission qui s'appelle Garage, de discuter en fait de la façon dont les règles orientent les parties. On voit la partie un petit peu comme un protocole expérimental. Les règles sont le protocole et la partie, l'expérience proprement dite. Au sens de la biologie expérimentale, Guillaume. Vraiment. Et donc, du coup, on voit ce qui se passe. Tiens, telle règle, elle amène plutôt les joueurs à faire telle chose. Tiens, telle règle, elle amène plutôt les joueurs à faire autre chose, etc. Et quand on fait un jeu, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des règles qu'on a vues dans différents types de jeux et on les assemble à sa façon. C'est ça, être un créateur de jeu. C'est créer des chimères de règles. C'est pas un hasard, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, si je te prends un jeu comme Trip to Sky, l'idée que on pose des problèmes comme on pose des dés, ça vient de Prosopopée.
dans Prosopopée de Frédéric Sintès, on pose des problèmes comme on pose des dés sur la table. La façon de prendre les dés pour résoudre des problèmes, ça vient d'Innommable, de Christophe Guillaume Beuclet, qui est un jeu dans lequel, pour avoir le droit de prendre des dés qu'on a le droit de lancer contre des problèmes donnés, eh bien, il va falloir décrire des éléments fictionnels. Donc ça vient d'Innommable. Et puis, par exemple, parce que j'ai envie de citer tout le monde, j'ai une règle dans Trip to Sky qui dit que on ne ridiculise pas les personnages des autres et on ne ridiculise pas ses adversaires. Et ben ça, c'est une règle qui m'a été inspirée par Monostatos de Fabien Hilvein, dans lequel il est dit explicitement cette règle que d'ailleurs, depuis, j'appelle la règle de Monostatos, tellement elle m'a plu. Donc, un créateur de jeu, c'est d'abord quelqu'un qui a joué à énormément de jeux différents et qui va prendre des petits bouts de règles comme ça, qui va les assembler, qui va les proposer à ses joueurs, à ses playtesters, et qui va voir, en fonction de la façon dont il s'empare des règles et la façon dont se déroule la partie, qui va observer, en fait, qui va regarder son jardin pousser. Comme en permaculture, quand on jette des graines un petit peu n'importe comment, et puis qu'on observe finalement que tel arbre, eh bien, il encourage la pousse des petites plantes qui sont en bas, et que du coup, on se dit, tiens, j'y avais pas pensé, mais c'est pas con ça. Maintenant, je planterai cette petite graine à côté de celle-ci, parce que comme ça va favoriser la pousse de telle ou telle plante, etc. Le créateur de jeu, il est pareil. Il sème des petites règles, il regarde la façon dont les joueurs s'en emparent, et quand il a de la chance, dans son jardin, il cultive une belle fleur. Il a un beau truc qui pousse et ça, c'est du bon, ça. Quand on mélange cette règle-là, ça fait quelque chose, ça fait des parties que j'ai jamais vues ailleurs. Ça, c'est un nouveau jeu, ça. La partie playtest, du coup, à t'écouter, j'ai l'impression que c'est du coup presque la plus grosse partie du développement d'un jeu. Je me trompe? Ou est-ce que c'est vraiment la création à part entière qui est la plus conséquente? Tu te trompes pas du tout. C'est le moment majeur. Alors tout d'abord, il faut pas... d'abord, les playtests doivent être purs. C'est-à-dire que tu dois vraiment essayer de faire en sorte que tu donnes uniquement tes règles, tu n'influences pas, tu n'orientes pas, parce que sinon, les gens ils vont sentir ton propos transparaître. Ce qu'on appelle les playtests externes, par exemple, où tu vas vraiment donner la base aux gens, à l'extérieur de toi, des gens qui n'ont vraiment jamais entendu parler de ton jeu, et ils vont tester. Et on va voir si la partie est ce que j'appelle prototypique. Oui. Il adore quand je dis ça. Voilà, la partie prototypique, c'est une partie prototype de ce que tu veux obtenir. Donc voilà, donc voilà. Mais alors, au-delà des playtests, il y a aussi l'empathie. L'écoute des retours des joueurs. Ça, c'est très important quand tu es auteur de jeu. Ne pas nier les retours des autres. C'est-à-dire qu'il y a trop d'auteurs de jeu qui kiffent leurs règles au point que quand il y a quelque chose qui dysfonctionne dans la partie, c'est « Oui, mais en fait, c'est ta faute, Guillaume. C'est parce que t'as mal joué, en fait. T'as pas... » Tu vois, et là, non, jamais. Guillaume n'a jamais tort. Guillaume, éventuellement, peut-être, il a oublié une règle ou deux, mais Guillaume Vendée, en fait, quand il teste ton jeu, tu écoutes son retour. Là, l'auteur de jeu, il ferme sa gueule, il écoute pieusement en fait les retours de ses joueurs et de ses joueuses, et si ces joueurs et ces joueuses disent ça n'a pas fonctionné pour ceci, pour cela, ça, cette règle-là, on l'avait pas comprise, etc., c'est le moment où il faut prendre sa petite plume ou sa petite gomme, gommer et réécrire. Après, tout le monde a le droit de donner ses retours. Vous avez aussi le droit de ne pas les écouter, c'est évident. Si par exemple, il y a des gens qui vous disent de la merde, parfois il y a des retours de jeu, tu fais oh là, ok, en fait, on n'a juste pas la même culture de jeu, tu comprends vraiment pas. Enfin, tu vois, il y a des moments aussi où ça marche pas. Mais quand c'est des playtesters auxquels tu tiens, tu sais qu'ils ont les mêmes approches que toi, tu vois, enfin, et qu'ils te font un retour, il faut vraiment l'écouter. Après, ça peut être intéressant aussi de se faire des crash tests avec des gens qui ont vraiment pas du tout la même approche pour voir comment ça marche. Et si ça tient le coup, c'est super. Quand je regardais les vidéos de Cetra, il y a des moments où évidemment tu cites les maisons, tu cites les descriptions des différentes tuiles, etc. Et il me semble qu'assez régulièrement tu dis « on me dit que ». On nous dit que. Et je trouvais ça assez rigolo de remarquer que tu avais cette tournure avec un pronom impersonnel à la lecture des règles. Tu aurais très bien pu dire, voilà, je vous dis dans les règles que. Est-ce que ce on, c'est une manière pour toi de ne pas montrer que c'est ton jeu, mais que c'est un jeu et par définition chacun va se l'approprier? Est-ce que c'est implicite parce que tu sais que c'est autant un on qui correspond à toutes les personnes qui ont travaillé sur ton jeu, ne serait-ce qu'au travers des tests? Pourquoi tu utilises le « on » dans ces vidéos? J'ai beaucoup de mal à m'attribuer mon travail. Donc, même quand tu parles de sens dans Cellule, et d'ailleurs des jeux en général, hein, on sent que c'est pas
tu pourrais présenter le jeu de quelqu'un d'autre, ce serait pratiquement les mêmes tournures. En fait, ouais, c'est très particulier. Parce que pourquoi je te pose la question, Romaric, c'est parce que je garde en trame de fond le fait que tes créations et les jeux que tu proposes sont des actions politiques, j'en reviens un petit peu à notre sujet de fond, sont des démarches où tu veux véhiculer un certain nombre de messages forts, des valeurs, sensibiliser les gens, et du coup, j'ai le sentiment que tu te les réappropries plus quand tu présentes tes jeux ou quand tu parles de tes jeux. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est très bien noté, la question ne m'a jamais été posée, et bravo, c'est une excellente question, je vais répondre. Non, mais si, je veux répondre à cette question parce que c'est vraiment très important pour moi. Ça, c'est lié aussi à mes croyances. Quand je te disais tout à l'heure, la petite fleur qui pousse, j'ai la sensation, comment dire, que c'est Dieu qui l'a fait pousser. Cette croyance, je l'ai aussi à mon endroit. Mmh. J'ai du mal à m'attribuer en fait à moi-même mes propres mérites, tu vois. J'ai hérité de beaucoup de choses dans ma vie. J'ai hérité de plein de choses. Enfin, je suis un héritier, en fait, à vrai dire. Je vis dans une maison que je n'ai pas gagnée par mes propres moyens, dont j'ai hérité. Voilà, la vie m'a offert aussi, enfin, j'estime que la vie m'a offert aussi des bienfaits que je n'ai pas obtenus moi-même. Et les jeux, c'est pareil, en fait. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'attribuer, en fait, tu vois, les propositions qui sont dans mes jeux. À tel point que dans Sens, je prétends n'être qu'un commentateur de Sens. Vraiment, Sens, franchement, je pense que vraiment les auditeurs de Tech Café, auditrices de Tech Café, c'est vraiment, si vous voulez vraiment comprendre la question de Guillaume, c'est... Guillaume, tu ne crois pas si bien dire. Enfin, c'est incroyable, la question que tu poses, elle est tellement pertinente, en fait. En fait, si tu veux, dans Sens, je ne m'attribue même pas les pensées qui sont à l'intérieur du bouquin. Et j'ai une espèce de vision. Je ne sais pas comment te dire. Tu vois, le Val, par exemple, les règles, elles me sont venues en une nuit. Mmh. Je les ai écrites. Et ça a marché tout de suite. Est-ce que je peux dire que c'est un jeu Romaric Brillant, vraiment ? Est-ce que je peux m'attribuer le mérite de ce jeu que je trouve incroyable ? Tu vois ? J'ai du mal. Et c'est pour ça que je dis on dit que, on explique que, etc. J'ai une conscience que la création d'un jeu, c'est comme la création d'une technologie. C'est comme toute forme de création. C'est comme l'art. C'est comme une œuvre d'art, en fait. C'est quelque chose... Oui, on en est l'auteur. C'est-à-dire que quelque part, on en assume la responsabilité. La paternité, c'est moi qui l'ai écrit. Je nie pas que j'ai bien écrit Trip to Sky, Vademecum, Sens, etc. Mais quelque part, je l'ai reçu aussi. Les parties qu'on a faites de Sens, elles ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent à Benjamin Béliez, à Thomas Poussou, à David Dairel, à Aurélien Guy, à François, tous ces gens, tous ces joueurs, tous ces premiers joueurs de Sens, à Cédric, à Thomas, qui ont forger en fait l'univers de Sens. C'est très difficile pour moi de me saisir de ce contenu fictionnel de Sens et de dire c'est moi qui l'ai créé, tu vois. Non, je n'en suis qu'un commentateur, je n'en suis qu'un observateur. J'ai souvent l'impression d'assister à ma propre vie. C'est une intuition que je partage avec Wittgenstein d'ailleurs. C'est intuition d'être... Tu vois, il y a le monde avec ses faits et il y a effectivement mon corps qui est dans le monde et donc qui constitue les faits du monde. Mais il y a une partie de mon être, je sais pas comment dire, qui regarde ça, ma conscience sans doute, et qui elle en fait est en dehors du monde. Et ben mes œuvres c'est un peu pareil. J'ai la sensation que c'est pas vraiment moi qui les ai créées, qu'elles sont arrivées à un moment donné, qu'il fallait qu'elles soient là, qu'elles sont venues d'elles-mêmes, elles existent par elles-mêmes, elles ont leur âme propre en fait, tu vois. Et d'ailleurs volontiers je critique mes propres travaux, tu vois, je dis Sens c'est de la merde, Vademecum ceci, Trip to Sky cela. Par exemple, quand je te dis Vademecum, c'est un jeu qui est pas suffisamment déconstruit parce que il prend tous les clichés des films hollywoodiens et donc du coup il en garde. Par exemple, il y a une chinoise, elle fait forcément du kung-fu, tu comprends, parce que c'est une chinoise, tu vois. Bon, ça, si c'était à refaire, je le referais, que tu vois, c'est complètement con, quoi. C'est parce que t'es chinois que tu fais du kung-fu, tu vois. Tu vois, des problèmes comme ça. Tu vois, par exemple, on avait décidé d'utiliser le style du gars de Sin City, là, raciste, là. Comment il s'appelle ? Tout en noir et en blanc pour Vademecum. Je l'ai pas. Ah, tu l'as pas, l'auteur de BD, je ne me souviens plus non plus de son nom, mais tu vois, bah tant mieux, tiens, qu'on le cite pas. Et tu vois, bah, on avait. Bah, sauf qu'en fait, c'est un gros raciste, en fait. C'est un mec d'extrême droite, en fait. On savait pas, tu vois. Donc, du coup, en fait, on a véhiculé des idées d'extrême droite sans le savoir, tu vois. Alors Vademecum, alors je l'assume pas. Bah oui, c'est un jeu que j'ai fait, j'assume d'avoir écrit Vademecum, d'en être l'auteur et tout ça, mais
évidemment, je le critique, quoi. Une fois qu'un jeu est sorti, quelque part, il t'appartient plus. Il appartient aux gens qui le critiquent, qui le prennent, qui s'en saisissent, qui en font des parties. Et donc, du coup, on peut discuter avec eux à armes égales, si j'ose dire. C'est pas parce que je suis l'auteur de Sens que je sais mieux ce que pense Mifos Quadria des Runes de Dieu que les maîtres de jeu qui ont passé plus de temps, si ça se trouve, à lire les livres que moi-même à les écrire, tu vois. Donc, ouais, il y a un côté comme ça, les choses ne m'appartiennent plus, quoi. Faut les laisser aller. Et ouais, effectivement, j'ai cette tendance à parler des choses de façon très impersonnelle, mais de la même manière que je pourrais parler de moi de manière très impersonnelle, tu vois. C'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment un fil conducteur qui s'est créé en parallèle de notre échange depuis le début, je trouve. Je perçois et n'y vois pas de caractère critique de ma part, mais une forme de mysticisme dans ton œuvre quelque part, ou en tout cas un rapport au mystique et à la magie. C'est quoi ton rapport à la tech ? Et limite dans le conducteur, on était limite en train d'indiquer que la tech c'était une forme de magie des humains. Enfin, moi, j'en arrivais à quelque part à cette conclusion-là. C'est quoi ton rapport à la tech et est-ce que il y a une espèce de fascination de ta part sur les nouvelles technologies que tu mets en regard justement de cette vision du monde, de cette vision de quelque chose qui est supérieur à toi et ça va nous emmener très naturellement sur le terrain de l'intelligence artificielle du coup. Bah ouais. Bon, mon rapport à la tech, d'abord, c'est c'est Darky, hein, celui qui s'occupe de... Parce que c'est lui, en fait. Non, mais c'est une boutade, mais en fait, c'est presque pas une boutade, parce que c'est lui, si tu regardes bien, par exemple, à la cellule, c'est lui qui apporte tous les sujets concernant la tech, en fait. C'est vraiment... Et lui, il vous suit, il suit aussi Béja, là, que tu citais tout à l'heure, là. Ouais, qui est voilà, il a plein d'autres, il suit, en fait, en gros, il suit plein de podcasts sur la tech, quoi, pas uniquement le vôtre, quoi, il en suit plein. Donc il a vraiment un rapport à la tech qui est hyper intéressant et on a des discussions, par exemple, tu vois, la dernière fois que j'ai vu Darky, on a discuté de ma croyance en Dieu exactement comme on allait en discuter tous les deux si on voilà, et je pense que vous entenderiez bien d'ailleurs parce que je pense qu'il est plus proche de tes positions que des miennes. Donc voilà, déjà il y a ça. Ensuite, bah moi j'ai été élevé en fait dans un monde où la technologie avait une importance dans les œuvres que j'ai regardées, que ce soit à travers Les Cités d'Or, Nadia, Le Secret de l'eau bleue, tous ces dessins animés en fait qui ont bercé ma jeunesse ont des problématiques en fait autour de la technologie. À chaque fois. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un lien dans Nadia et Les Cités d'Or entre justement la technologie et le mysticisme. Les civilisations qui étaient hyper technologiques, qui ont développé une technologie tellement ouf, en fait, eh bien, vont être prises ensuite par les pauvres Pékins, les pauvres médiévaux occidentaux pour des dieux. Pour des, tu vois, comme les Atlantes que dans Nadia qu'on vénère comme si c'était des dieux, alors qu'en fait ils ont juste découvert l'énergie atomique avant nous, ils ont créé la bombe atomique avant nous. On sait que c'est un sujet qui est cher aux Japonais forcément, hein, puisqu'ils ont été polytraumatisés par Hiroshima et Nagasaki et que ça se développe comme ça dans leur imaginaire, les limites de la science aussi. Qu'est-ce que quand on met la science au service de l'être humain, qu'est-ce qu'elle peut produire de génial comme d'extrêmement négatif. Donc moi, en fait, à travers les mangas aussi, j'ai été familiarisé à une certaine vision de la technologie comme étant un outil à la fois fascinant, à la fois quasi divin, parce que c'est ce qui va nous permettre justement de dépasser nos contraintes naturelles, et en même temps un outil qu'on doit critiquer, qu'on doit questionner, qu'on doit interroger pour aller, si j'ose dire, dans le sens du bonheur, dans le bon sens, pas au sens moral du terme, mais dans le sens d'un mieux vivre, que les humains se sentent bien sur Terre. Parce que l'objectif, quand même, ça reste d'être heureux, quoi. Je veux dire, l'objectif... d'ailleurs, peut-être que notre objectif, c'est même pas de découvrir la vérité, finalement, que la vérité, on s'en fout et que ce qui compte d'abord, c'est d'être heureux. Mais je pense qu'il y a une corrélation, malgré tout, entre la découverte de la vérité et le bonheur. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, en tout cas, moi, mon expérience avec la tech, c'est ça. C'est que la tech, en fait, c'est à la fois un objet, un outil, en fait, d'accession à des capacités qu'on n'a pas, qui pourrait nous faire rencontrer Dieu, tu vois, mais aujourd'hui encore, je veux dire, la science, la tech, l'objectif des ingénieurs, c'est pas uniquement de répondre aux demandes des utilisateurs. C'est pas vrai. Les ingénieurs, quand ils se lancent dans ces délires-là, en réalité, ils ont une volonté de toucher du doigt le réel et de découvrir en fait les fondements même de la métaphysique de l'univers pour créer des applications incroyables, pour tu vois.
on veut être en contact le plus possible avec la réalité, la vérité, le monde, pour pouvoir en fait amener des innovations techniques et technologiques incroyables. C'est ça en fait le moteur, y compris pour quelqu'un qui fait de la tech, je pense. Et pas uniquement faire du pognon, et tu vois, heureusement d'ailleurs, et satisfaire un utilisateur X ou Y. Donc voilà, ma vision de la tech, c'est ça, c'est une capacité pour l'homme de se dépasser. C'est un sens, en fait, c'est une capacité pour se dépasser. Comme l'art, comme la poésie, comme plein d'autres domaines, en fait. Comme le jeu de rôle, comme le langage. Voilà. Et enfin, je sais pas. Après, là, je commence aussi à être fatigué parce que, mine de rien, notre entretien est long. J'ai du mal à mettre en ordre mes pensées. Moi, tu m'as dit que tu avais toute la nuit. Hein. Mais oui, tu as raison. Non, mais j'ai toute la nuit, mais après, c'est toujours la qualité de l'intervention. C'est hyper intéressant depuis tout à l'heure. Moi, je te dis, je me réjouis qu'on échange ensemble. Mais quand même. Voilà. Pour moi, la tech est un concurrent de l'art. Tu vois, en un sens. C'est-à-dire que l'art explore une partie de l'âme des individus, des êtres humains. Je l'appelle l'âme, un gros trait, pour faire un résumé. Ouais. Voilà, la spiritualité explore une autre dimension de l'être humain, c'est-à-dire il se pose des questions sur pourquoi il est là, quel est le sens de son existence, etc. Et peut-être la spiritualité peut être un élément de réponse. Et puis la technologie, elle est là pour répondre à d'autres types de besoins qu'a l'homme, qui sont d'augmenter ses capacités à tous les niveaux. Ça va être augmenter ses capacités cognitives, débloquer du temps de cerveau disponible pour se consacrer à la poésie, à l'art, etc. Ça va être de pouvoir, par exemple, utiliser des moyens de communication qui vont nous permettre de rester en contact avec notre meilleur ami, parce que fondamentalement, la relation qu'on entretient avec ce meilleur ami, c'est ça qui nous rend heureux. Donc la technologie va être là pour nous aider en fait à rentrer en communication avec cet ami, etc., etc. Et par exemple, va créer la machine à laver, par exemple le linge, pour éviter d'avoir à passer des heures à faire cette activité qui est aliénante, qui est abrutissante, qui consiste à taper avec de l'eau, le linge, etc. Et on va pouvoir justement, grâce à la machine à laver, développer du temps de cerveau disponible pour fonder la démocratie, pour fonder la discussion politique, pour avoir l'occasion d'avoir du temps à se consacrer à la culture, à la poésie, à l'art, etc., etc. Et donc la technologie, c'est à la fois une façon de comprendre le monde qui nous permet d'améliorer en fait notre quotidien, notre bien-être, etc. Mais c'est aussi une façon de nous dégager du temps, de gagner du temps pour nous consacrer en fait aux problématiques existentielles, à la spiritualité, à tout ça et tout ça et tout ça. Et en plus, toutes ces notions, Guillaume, communiquent. C'est-à-dire que grâce à la tech, par exemple, quelqu'un qui a la foi va pouvoir découvrir des éléments de Dieu auxquels il n'avait jamais pensé. Par exemple, moi, les myriages, l'idée qu'on puisse comme ça créer des intelligences artificielles sur la base de statistiques et tout, ça m'oblige à repenser forcément la vision que j'ai, la foi que j'ai, les croyances que j'ai dans les dieux, etc., etc. Ça m'oblige à repenser la science, ça m'oblige à repenser tous les domaines de ma vie, ça m'oblige aussi à repenser la poésie, ça m'oblige à repenser le jeu de rôle, c'est ce que je suis en train de faire avec Cetra, ça m'oblige même à revisiter Sens, qui était une œuvre que je croyais morte. Et la voilà ressuscitée grâce à Cetra, grâce aux intelligences artificielles. C'est génial. Passionnant. Justement, on y arrive à nos intelligences artificielles. Presque quelque part, j'ai l'impression, au-delà d'être un fait marquant de 2022, depuis l'été 2022, depuis un an, je dirais maintenant, les intelligences artificielles génératives, elles ont, je pense, provoqué aussi cet échange ensemble et notre présent échange, Romaric. Donc, on peut leur rendre ça aussi quelque part. Je voulais justement peut-être pas terminer cet épisode sans t'interroger spécifiquement là-dessus. Alors, vous en avez beaucoup parlé dans la cellule, et c'est des épisodes très intéressants que vous avez fait. Justement, tu citais Darky tout à l'heure, qui a beaucoup présenté les choses. Enfin, voilà, la discussion que vous avez eue était vraiment très intéressante, et j'invite évidemment les auditeurs à aller se plonger dedans et à s'abonner à la cellule, écouter ces épisodes-là, qui datent d'il y a quelques mois. J'ai en tête que c'était début 2023 qu'ils ont été diffusés. Je sais plus exactement. On mettra les liens dans les notes de l'épisode en tout cas, mais ça dit déjà beaucoup de choses.
Tu voulais revenir, toi, déjà, sur le mot de miriage. On le rappelle, hein, c'est un mot qu'a proposé Guillaume Poggiaspala dans Tech Café, qui ne s'est pas répandu massivement dans les discussions en société quand on parle des intelligences artificielles génératives. Moi, je trouve qu'il y a une certaine élégance dans ce mot. Tu voulais revenir dessus, sur ce mot exactement. Ce mot. Alors, j'adore ce mot. Vraiment, je trouve que c'est... Alors, il y a tout dans ce mot, en fait. Si tu réfléchis bien, donc tu as le mot mirage, tu as IA au milieu du mot. C'est-à-dire que si tu écris miriage, les miriages, en fait, tu as M-I-R-I-A-G-E-S. Donc, tu as l'IA, en fait, qui apparaît, qui émerge au milieu du mot. Et ensuite, évidemment, ça évoque les images. Alors, en plus, dans la notion de miriage, on entend le verbe se mirer, se regarder, se contempler soi-même. Et je trouve ça formidable. Alors, je vais expliquer pourquoi vraiment ce mot, à mon avis, il définit parfaitement l'objet qu'on a en face de nous. Alors, je ne vais pas réexpliquer aux auditeurs, auditrices de Tech Café ce que c'est qu'une image générée par intelligence artificielle. Vous le savez, c'est une bouillie de pixels. Et donc, c'est un peu l'humain qui regarde la bouillie de pixels, fondée sur les bases statistiques qu'on connaît, en fonction de son corpus, et donc de la façon dont elle a appris à reconnaître l'image qu'on lui demande de générer. Eh bien, c'est un peu l'humain qui va interpréter cette bouillie de pixels, à vrai dire, comme un individu, ou comme une princesse, ou comme un lieu étrange, etc., etc. Mais évidemment, ce n'est qu'une bouillie de pixels. Ce n'est qu'un ensemble de pixels. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire que c'est l'humain, et c'est pareil pour ChatGPT. ChatGPT ne fournit pas des propositions. Il ne fait même pas des phrases en plus. Il ne fait que produire des ensembles de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ce nouveau truc, en fait. Il ne fait que produire des ensembles de mots qui nous paraissent avoir du sens, avoir une intention, qui semblent produire une situation et qui évoquent en nous des images, dans le cas de ChatGPT. Et dans le cas des miriages, donc les images générées par des IA, alors là l'image est générée immédiatement. C'est le pixel lui-même qui génère. Mais cette image est co-construite par le regard que l'on porte dessus et, la machine. Et alors là, moi, ça me fascine. Il n'y a pas d'intention derrière cette image, par exemple. Et c'est incroyable, ça. Et donc, c'est pour ça que c'est pour ça que le mot mirage est pas mal. Parce que le mot mirage, donc pour ça que mirage, c'est bon, parce que le mirage, en fait, c'est quelque chose que l'on croit voir. On croit apercevoir un oasis, mais ce n'est pas un oasis. Ce n'est que l'image projetée d'un oasis. De la même manière, la miriage, c'est une image où on croit voir le prompt qu'on a intégré. Par exemple, Guillaume Vendée en slip. Je mets ça, par exemple. Guillaume Vendée en slip. On croit voir Guillaume Vendée en slip, mais ce n'est qu'une bouillie de pixels. Évidemment, ce n'est pas Guillaume Vendée. Évidemment, ce n'est pas un slip. Et alors là, tu vois, c'est incroyable. C'est un mirage. C'est un mirage, c'est un miriage. Il n'y a pas d'autre mot pour en parler. Dans le podcast, le dernier podcast Tech Café que j'ai écouté, qui n'est pas le dernier podcast diffusé, vous disiez justement le Magritte. Ceci n'est pas une pipe. À un moment donné, quelqu'un a choisi de mettre dans un musée une image d'une pipe et à dire ceci n'est pas une pipe. Et il nous a interrogé en fait sur l'image. Il nous a interrogé sur ce que c'était qu'une représentation d'un objet. Et bien les miriages, là on ne s'en rend pas encore compte. Mais c'est une révolution dans notre conception de l'image. Une révolution. Ça va révolutionner complètement la vision qu'on a de ce qu'est une image. Et alors après, j'ai plusieurs craintes. Parce que je vous ai fait une diatribe technophile tout à l'heure sur la technologie, c'est fabuleux, ça nous permet d'augmenter nos capacités, etc. Mais c'est comme tout. Il y a plusieurs types de spiritualité, il y a plusieurs types de métaphysique, il y a plusieurs types de technologies. Il y a des technologies aliénantes qui nous enferment et il y a des technologies qui nous libèrent. De la même manière, il y a des métaphysiques qui vous font du mal, qui vous rendent dépressif. Tu vois, par exemple, le matérialisme, par exemple, moi je trouve que c'est une métaphysique qui est profondément
je sais que je vais me faire taper sur les doigts en disant ça, mais pour moi, c'est le matérialisme, c'est une métaphysique qui, quand on y réfléchit bien, est profondément dépressif. À quoi bon? De toute façon, le soleil va s'éteindre. De toute façon, l'humanité subsistera à ma mort. Enfin bref, je trouve que le matérialisme conduit à une certaine forme de pessimisme. C'est ma vision des choses. C'est très subjectif ce que je dis là. Mais par exemple, pour moi, c'est une métaphysique aliénante. Bon, la technologie, c'est pareil. Il y a des technologies aliénantes. Par exemple, je suis désolé pour ton fils, mais Fortnite, je trouve que c'est un jeu, c'est une technologie, un logiciel qui est aliénant. Il a été pensé pour aliéner des enfants, pour leur faire acheter... Pas que, d'ailleurs. Pas que, mais il a été pensé pour aliéner des gens. Oui, pas que les enfants, non, tout à fait. On est dans la cage de Skinner. Il y a quelqu'un que j'adore qui s'appelle Dorian Chandelier qui a fait une émission qui s'appelle Merci Dorian qui passait dans le temps sur jeuxvideo.com. Donc quelqu'un que j'adore, avec qui j'adore discuter et qui a fait une super émission sur les pigeons, la cage de Skinner et la mécanique de loot. Et je vous invite tous et toutes à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est géniale cette vidéo où il vous explique comment on se sert de la psychologie cognitive pour rendre les technologies, les logiciels que vous utilisez tout à fait aliénants. Les réseaux sociaux comme Twitter se servent des likes pour vous rendre addict, vous rendre accro, voilà, vous inciter à aller toujours regarder plus de contenu, et pas forcément du contenu très positif pour vous d'ailleurs, etc. Parce que ça mobilise votre attention, mais ça, Guillaume Podjaspala, il en parle très, On très, l'a très déjà bien documenté, effectivement, c'est ça. Au niveau Donc, même des notifications. Mais tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plusieurs technologies. Il y a des technologies qui aliènent, il y a des technologies qui libèrent, il y a des technologies émancipatrices. Et donc, c'est à chacun de faire le tri et d'aller regarder un petit peu quelle est la technologie aliénante, quelle est la technologie émancipatrice, et puis de faire ses choix aussi. On a tous envie de temps en temps de mettre son cerveau en pause et de s'aliéner un petit peu devant Dune 2 Battle for Arrakis. De la même manière, on a tous, moi-même, j'utilise des technologies parfois pour satisfaire des besoins d'évasion, récréatifs et compagnie. Mais je sais dans ces cas-là que ce n'est pas émancipateur. Donc, tu vois, il y a deux faces à la technologie. Et évidemment, les miriages sont Évidemment, il y a un aspect extrêmement aliénant dans les miriages. On pourrait imaginer une humanité dans laquelle on ne fait plus de dessin, dans laquelle on ne dessine plus, parce qu'on a les miriages. On n'a plus besoin de dessiner. Évidemment, ça n'arrivera jamais. Mais on peut l'imaginer. Et donc, c'est normal que des gens aient peur que cette technologie devienne aliénante. D'autant plus quand on voit que les sociétés qui les avaient développées, soi-disant de façon altruiste et émancipatrice, commencent là d'un seul coup à redevenir des sociétés capitalistes normales, se réapproprier les brevets, commencent à se dire, attends, il y a du pognon à faire, là, hop, c'est plus open source, là, on verrouille tout. Et là, du coup, on va... Et vous allez voir ce que vous allez voir. Mais après, il y a le problème du capitalisme. C'est un peu aussi le capitalisme et la société dans laquelle on vit aujourd'hui, nous occidentaux, qui pose le problème de l'aliénation des objets technologiques. C'est pas tant la technologie qui a condamné, mais c'est le modèle en fait qui enferme la technologie dans le capitalisme qui pousse les gens qui invite les entreprises à produire des choses, qui pousse les gens à toujours s'y inscrire et s'y abonner et compagnie. Et donc, c'est là le capitalisme qui pousse les gens, les ingénieurs, à développer des technologies aliénantes. Il y a, je rebondis juste sur, pour terminer sur Fortnite. Tu décrivais tout à l'heure Fortnite comme étant aliénant, et je suis assez d'accord. Il y a beaucoup d'éléments de Fortnite qui sont aliénants. Pour être complet dans la description, et là aussi c'est encore une fois le double visage qu'on peut prêter à toute chose, mais Fortnite a aussi des éléments qui sont assez remarquables, notamment des outils de communication entre les personnes, entre les joueurs qui sont assez géniaux et qui vont même un cran au-dessus du jeu, c'est-à-dire qu'il y a aussi des enfants et des personnes qui peuvent se retrouver sur Fortnite mais sans même lancer la partie. C'est un détail, mais tu peux discuter avec les gens dans le même groupe avant même de lancer une partie, tu vois, justement pour définir qu'est-ce que tu vas faire comme jeu, etc. Et Fortnite a aussi pour lui d'avoir plein de maps différentes qui sont pas toutes basées sur le principe du Battle Royale. Et je sais, par exemple, tu vois, je suis très surpris de me rendre compte que parmi les premières expériences de RP
qu'ont eu mon fils aîné, il y a eu Fortnite. Parce que Fortnite permet de faire du RP sur certaines maps et je l'ai entendu avoir jouer à du jeu de rôle qui se sont créés entre eux, hein, mais dans des maps de Fortnite. Alors, pour te rassurer, ils ont quand même fait des parties de Donjons et Dominos avant, mais ils ont aussi fait du RP sur Fortnite et ça permet aussi ça. Mais t'as raison, l'essence même de Fortnite est aliénante. Hein. Ça, c'est une certitude. Mais non, mais ce que je trouve génial dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en plus, tu apportes encore plus de finesse à ce que je disais tout à l'heure. Je disais bêtement, il y a des technologies émancipatrices, il y a des technologies aliénantes. Tu dis, oui, mais regarde, même quand on zoome sur une technologie qui pourrait paraître aliénante comme Fortnite, en fait, elle n'est pas essentiellement aliénante parce qu'il peut y avoir des pratiques en utilisant ce logiciel qui rendent en fait l'activité émancipatrice. Exactement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Alors, il faut savoir un truc aussi, c'est que dans toutes les distinctions que je fais, que j'assère, toujours pareil, hein, j'ai cette façon assertorique de faire des distinctions de machin. Évidemment, il y a toujours des nuances à apporter. Et comme là, tu l'as très bien souligné, Guillaume, il n'y a pas essentiellement des technologies qui seraient aliénantes et essentiellement des technologies qui seraient émancipatrices. Il y a des activités, des pratiques, des usages, en fait, des technologies qui sont aliénants et des usages des technologies qui sont émancipateurs. Du coup, voilà. Mais tout à fait, tu fais bien de préciser tout ça parce que ça me permet d'être encore plus précis sur cette distinction, mais tout à fait. Et puis ça permettra à des parents de pas paniquer à l'idée d'avoir leurs enfants qui jouent à Fortnite. Il y a aussi ces usages-là. Bon, après, c'est des supports de discussion qu'il faut avoir en famille et avec les amis. Je pense que c'est hyper important. Je vais commencer à aborder les dernières questions, Romaric, pour te libérer et me permettre moi aussi d'aller me coucher. Alors, je me rends compte que comme le podcast sera forcément diffusé en plusieurs parties, ça va être bizarre peut-être quand les gens nous entendront dire ça au bout de la fin de la troisième partie, j'en sais rien, mais je voulais un petit peu te questionner par rapport au rôle des myriages et la création à l'avenir, toi tel que tu le vois en tant que créateur de jeux, et peut-être le rôle que ça pourrait avoir plus globalement dans la société à l'avenir. Comment est-ce que tu entreaperçois les choses? Alors toi tu as choisi d'endosser, et j'ai été très surpris quand je l'ai appris, d'endosser l'exercice très concrètement avec Cetra, donc le jeu dont on parlait tout à l'heure, avec une approche wargame, puisqu'il y a une partie, je crois, la plus grande partie des éléments visuels de Cetra qui a été générée avec des intelligences artificielles génératives. Je ne peux pas m'empêcher de te demander, et parce que je te connais un petit peu maintenant, Romaric, plus que tu ne l'imagines, j'arrive à me demander si des parties du contenu texte de Cetra n'a pas été généré par les intelligences artificielles génératives, c'est-à-dire que tu revendiques le fait que la partie visuelle a été faite, mais je ne sais pas s'il n'y a pas des parties texte, la description des maisons, ça n'ont pas été faites par intelligence artificielle générative. Je te laisse la liberté de répondre, mais je veux bien que tu te prononces sur comment tu aperçois les choses pour l'avenir avec les IA génératives, les myriages. Alors, ça, c'est génial. Ce que tu as dit là tout à l'heure, c'est déjà ce que je vais répondre en fait. C'est que, tu vois, le doute que tu as. C'est ça. Quand tu lis savais Cetra. que tu irais là-dessus. Ah oui, d'accord, ok, c'est pour ça que tu me lances là-dessus. Ah, quelle transition incroyable. Il est fort. Vous le savez pas, mais il y a du métier. Donc, donc effectivement, c'est ce doute en fait. Évidemment, les myriages nous invitent sur Internet, notamment, en fait, devant les écrans. Et d'ailleurs, uniquement devant les écrans. Ah, peut-être pas parce qu'on peut les imprimer aussi. Ah ouais, non, elle nous invite au doute hyperbolique, quoi qu'il en soit. On peut toujours se poser la question, est-ce que cette image a été générée? Est-ce que cette image est issue d'une intention ou pas humaine? Y compris à l'audio d'ailleurs, parce qu'on a de la génération de texte maintenant à l'audio, de musique, donc ce qu'on va entendre, tu vois, indépendamment des écrans, quelque part. Ouais, partout. Partout, on aura toujours cette question, en fait, ce doute, etc. Et ça, à mon avis, c'est le plus gros apport des myriages. Et on en sous-estime encore les conséquences, je pense. Là, on est juste dans la traîne, en fait. On est dans le comment dire, dans le moment où on a vécu le monde d'avant. Donc, nous, on a encore des bases solides, on va dire, en termes de... Mais le doute hyperbolique qui sera généré, moi, alors, allez, Nostradamus Romaric. Je pense que ça va nous pousser à quitter Internet. Je pense que ça va détruire Internet à long terme. Parce que je ne vois pas, en fait, comment... en fait, la seule chose... En fait, je pense que ça va nous obliger à revenir au réel. C'est-à-dire à revenir aux yeux, aux mains, aux pieds, aux odeurs,
etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, il va y avoir un espèce de vertige où on va se dire, mais en fait, tout ce que je vois à travers les écrans est faux. Et en fait, c'est déjà le cas, mais c'est juste qu'on n'en a pas conscience. Et tout ce qu'on voit derrière l'écran, on va dire, mais en fait, c'est qu'une représentation du monde. Et en fait, on va avoir le doute, on va découvrir, les miriages vont nous permettre de comprendre que, en fait, les écrans sont un malingénie de Descartes. En fait, les écrans me trompent tout le temps, mais il y a quelqu'un que je peux pas tromper, c'est moi-même, et donc on va revenir à la réalité. Et ça coïncidera aussi avec un moment politique, qui sera la diminution de l'énergie gratuite, facile, etc. Et donc les gens auront intérêt à revenir au réel. De toute façon, ils y seront poussés par la contrainte climatique. Et alors, la contrainte climatique est financière, hein. Parce que c'est quand les énergies coûteront une fortune qu'on retournera vers des choses beaucoup plus concrètes. Et à ce moment-là, les jeux romaricbriand.fr, mais mon Dieu, les versions papier seront dans le monde à des millions d'exemplaires. Parce que cela, on pourra dire, ah, ça, on sait, on fera une date, on dira, avant cette date-là, on sait que ça n'a pas été généré par les IA, ou en tout cas, il y aura une espèce de preuve, une espèce de trace, on retrouvera des traces, etc. Donc moi, je pense qu'on va avoir un retour au réel. Avec Flavie, on appelle ça le tout éteindre ou la déconnexion. Mais ça, je crois que c'est... Le tout éteindre, nous, ça fait 10 ans qu'on en parle, c'est-à-dire qu'il va y avoir un moment donné où les gens vont se dire, non mais en fait, il faut tout éteindre. C'est-à-dire qu'il faut éteindre la lumière, il faut éteindre les écrans, faut tout éteindre. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans l'obscurantisme. Pas du tout. Parce qu'on aura encore la possibilité d'accéder à des écrans, de les utiliser pour travailler, etc. Seulement, on aura pris conscience que les écrans construisent de l'imaginaire. Aujourd'hui, on est persuadé, quand on regarde la télé, que c'est la vérité, que c'est la réalité. Et donc, la plus grande faillite, ce sera Arrêt sur Image. Parce que alors là, Arrêt sur Image, les pauvres, eux qu'on fait de leur business, la critique des images, ce sera le doute hyperbolique, ce sera tellement répandu chez les enfants qu'en fait, ça servira plus à rien de faire Arrêt sur Image. Non, j'exagère. Mais tu vois, en fait, on peut imaginer un monde, en tout cas, je pense, dans lequel les miriages font littéralement, et ChatGPT, etc., font littéralement exploser Internet. C'est fini. C'est fini. Et tu vois, là, l'autre jour, vous parliez de la façon dont les IA doivent trouver du contenu humain pour générer du contenu de qualité, que en fait, à un moment donné, elles vont commencer à se nourrir d'elles-mêmes et en fait à se gangréner d'elles-mêmes et compagnie. Ça, c'est une preuve pour moi que le monde dont je parle est en train d'advenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, Internet va être tellement pourri par des trucs que les gens vont pas vouloir faire l'effort. Ça va être plus coûteux de faire l'effort de vérifier les faits sur Internet que d'ouvrir sa fenêtre et de regarder en bas s'il y a la révolution. Et à un moment donné, en fait, il suffit d'ouvrir sa fenêtre, putain. C'est simple, quoi. Tu vois, je veux dire, tu veux voir des fleurs, bah fais pas sur Google Fleurs, quoi. Va les voir, quoi. Elles sont dehors. Tu vois, il y a un moment donné... Donc je pense que ça va produire cet effet-là. Mais attention, hein, ce sera pas un retour en arrière, on reviendra pas à la bougie. Les miriages existeront, il y aura des logiciels qui seront proposés pour continuer à concevoir des écrans, des images, pour imprimer des textes, etc. On s'en servira. On retrouvera de l'intention aussi, parce que du coup, on choisira tel miriage plutôt que tel autre. On sera moins... et puis, il y aura de la créativité par rapport au miriage aussi. Enfin, et après, il y a la méta. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer quand les miriages eux-mêmes généreront des nouvelles technologies qui nous permettront... Et là, c'est la mise en abîme que parfois vous explorez avec Guillaume Podjaspala et qui est... juste on sait pas quoi. Mais c'est probablement un moment excitant de l'histoire humaine, je pense. On vit un moment très excitant de l'histoire humaine, ça c'est certain. La sobriété qui devrait donc forcément impacter nos usages demain. Bon, on rappelle, 10 tonnes de CO2 par personne par an. On devrait passer à 1,5 tonne si on voulait à peu près que la planète évite de cramer massivement d'ici 50, 100 ans. Évidemment, on peut que s'interroger, à moins qu'on trouve magiquement, et je vois pas comment, une source d'énergie qui ne générerait pas de problème. À ce jour, ça n'existe pas, donc oui, ça pourrait passer effectivement par une sobriété des usages assez drastique. Mais si on étudie la tech, si on voit en la tech la solution pour le bien-être de l'individu et tout ça et compagnie,
enfin, tu vois, la permaculture, c'est une technologie en fait. Bien sûr. Ouais. Voilà. En fait, le problème de la tech, c'est que souvent on la réduit à les data, le cyber, les écrans, nanana. Mais en fait, la tech, c'est la machine à laver, hein, les gars. Donc, c'est pour ça que moi, je vois des gens qui disent ouais, moi, je suis anti-tech. Non, personne n'est anti-tech. À la limite, on peut être peut-être plus facilement anti-numérique et anti-réseau peut-être que anti-tech, mais bon, enfin, c'est effectivement d'autres. Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'était... Très bien. Il y a d'autres choses, je pense, que j'aurais aimé aborder. J'ai essayé de prendre des notes au fur et à mesure, mais je t'ai suffisamment fait rebondir au fur et à mesure. Quand je clôt un échange de ce type-là, Romaric, j'ai une angoisse absolue. C'est que la personne avec qui j'échange soit venue avec une idée, un thème qu'elle voulait faire passer absolument, qu'elle voulait glisser. Est-ce qu'on a pu aborder l'ensemble des choses qui te semblaient opportunes d'aborder dans cette conversation, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rebrancher derrière absolument là? Ben, il y avait la distinction œuvre-produit qu'on n'a pas du tout il est vrai. abordée, qui était importante dans ma présentation. Allons-y. Et donc c'était parce que en fait, il existe deux façons en fait de créer des objets pour les individus. Soit vous créez un objet pour plaire à un public donné, auquel cas on dit que vous produisez, c'est un produit. Soit en fait vous créez un objet pour satisfaire vos propres besoins à vous. Si on prend par exemple Guillaume Rosier, le créateur de Covid Tracker, à la base, il ne crée pas son projet, le Covid Tracker, pour le public, oui, pour satisfaire un besoin. Il crée son logiciel parce que ça l'intéresse de suivre ces données, parce qu'il a des proches autour de lui qui lui posent des questions sur les données qu'il traite, et il se dit, bon bah voilà, je vais vous rendre accessible, je vais faire une page sur laquelle vous verrez tous les articles que je suis, toutes les stats auxquelles j'ai accès, et je vais synthétiser tout ça. Donc là, on a une œuvre, on a quelqu'un qui crée un truc pour lui-même, et finalement, il rencontre son public. Et ça devient un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est-à-dire un objet qui était une œuvre à la base, mais qui devient un produit que tout le monde va utiliser, qui va avoir un succès phénoménal, au point de faire entrer quand même Guillaume Rosier dans le gouvernement, c'est-à-dire que, au point même de permettre une critique de la fonction publique, c'est-à-dire de dire, mais attendez, comment ça se fait que ce soit pas la fonction publique qui fasse ça, quoi? Je veux dire, il y a quand même un problème. Donc là, voilà. Donc là, on a une œuvre, à quelqu'un qui construit quelque chose pour lui-même, et puis ensuite, il rencontre son public, et ça devient un chef-d'œuvre. Inversement, on a des produits qui sont très bien designés, le smartphone, par exemple, je sais pas, l'iPhone, pardon. C'était pas le smartphone, c'était l'iPhone. Tu vois, où on a un produit, tu vois, où on se dit, on va faire un truc pour des geeks, tu vois. Avec une vision, t'as des gars qui se disent, nous, on aurait envie d'avoir. Ah, ben, mais tu me diras, c'est un peu un produit aussi. Mauvais exemple. J'ai un bon exemple de produit, c'est vraiment, je sais pas quoi, les céréales, tu vois, dans lesquelles on va mettre la recette, où on sait que ça va plaire aux papilles gustatives des enfants, tu vois, etc. Et du coup, on va faire cet objet-là, non pas pour soi-même, pour ses enfants, parce que surtout, on veut pas qu'ils consomment de ces céréales, parce qu'on sait qu'ils sont dégueulasses pour la santé, mais on va le créer pour toucher un maximum de public, etc. Alors, et ça peut devenir un chef-d'œuvre aussi. La pomme qui a été conçue génétiquement, spécifiquement pour recueillir le plus grand engouement possible parce qu'elle a le meilleur équilibre, acidité, sucre, etc., etc. Voilà, ça c'est un produit. C'est un produit typique, voilà exactement, créé en laboratoire pour plaire, voilà. Alors cette distinction, elle a ses failles, hein, elle est très très faillible, mais elle a l'avantage de bien préciser la manière dont moi personnellement je vois les choses. C'est que pour moi, c'est ça que j'essaye de produire. J'essaye de produire des œuvres. D'ailleurs, je tique un peu quand je dis produire des œuvres. Ça me semble un peu antithétique. Ouais. J'essaye de créer des œuvres, de proposer des œuvres. Et voilà, parce que c'est des choses qui me viennent du cœur, c'est des choses qui viennent de moi, c'est des choses qui viennent de mon entourage, c'est des choses qui m'ont plu à moi, et j'espère, tu vois, qu'elles plairont aux autres. Donc, je ne le fais pas du tout dans l'idée de plaire à un maximum de personnes, même si je l'aimerais
Même si j'aimerais en fait que mon travail plaise à un maximum de personnes. Aussi pour une question bêtement matérielle, que j'aimerais bien vendre et donc gagner un peu d'argent pour faire vivre ma famille, tu vois. Mais voilà. Alors c'est important, je trouve, ce point de vue. D'abord parce que ça boucle avec la question que tu me posais tout à l'heure, sur pourquoi est-ce que j'ai du mal à parler de mon travail comme d'un travail personnel. C'est que du coup, l'œuvre pour moi n'est que collective. Je suis pas prêt à dire que, tu vois, c'est moi qui ai créé Sens, c'est grâce à mon génie incroyable que Sens a émergé, tu vois. C'est quelque chose de collectif. Pour autant, c'est moi qui l'ai synthétisé. Elle est passée par moi. Et j'ai eu envie, en fait, de produire ce travail-là. J'ai senti, en fait, dans l'air une espèce d'idée, et je l'ai captée, et la façon de la réaliser, c'est ça qui m'appartient. Frédéric Sintès, un ami me disait autrefois, quand il était vivant, parce que malheureusement il est décédé il y a peu de temps, me disait les idées sont à tout le monde, la façon de les réaliser t'appartient. Bah voilà, c'est ça. C'est le sentiment qu'à un moment donné, tu vas prendre tout un tas d'idées comme ça et tu vas dire, allez, je vais essayer de faire quelque chose avec ça parce que j'en ai besoin, j'ai besoin d'exprimer quelque chose que je sens dans l'air, que je n'arrive pas à dire avec des mots. Et donc, c'est un jeu de société, par exemple, qui va le faire. Ou alors un ouvrage de philo, ou alors un poème, ou alors une musique. Voilà. En tout cas, une œuvre, c'est ça. C'est quelque chose qui cherche à énoncer un propos avec autre chose que des mots, avec un ensemble de règles pour un jeu, avec un ensemble de notes pour une musique, avec un ensemble de propositions pour un poème. Mais tu vois, voilà, c'est quelque chose qui va véhiculer comme ça une espèce de propos. Et ce propos, il t'appartient pas non plus vraiment, tu vois, il est collectif. Et cette idée-là me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est comme ça, en fait, qu'on s'émancipe. C'est en essayant de créer des œuvres et pas des produits. En essayant de créer des œuvres, on essaye d'enseigner en fait une espèce de vision du monde telle qu'on l'a trouvée et de la partager avec les autres. Autrement dit, on s'ouvre vers les autres, on propose quelque chose dans le but d'obtenir une discussion, un échange, de se montrer soi-même tout nu, transparent et d'obtenir un échange et une altérité. Alors que dans le produit, on projette des attentes à une masse, à un groupe. Et on va bêtement, si j'ose dire, appliquer des recettes pour satisfaire les besoins de ce groupe. Et ça, à mon avis, c'est pas émancipateur. C'est quelque chose qui écrase en fait les spécificités de chaque individu en faisant une communauté, par exemple. C'est quelque chose qui a tendance aussi à réduire en fait tous les individus à une somme de propriétés qu'il s'agirait d'analyser et de satisfaire. Donc c'est toujours en fait écraser les différences et nier la collectivité en faisant un seul et même individu, souvent l'individu libéral, bien portant, capable de travailler, capable d'exercer sa force de travail. Rarement les handicapés, rarement les personnes avec des différences cognitives, etc., etc. Donc on voit bien en fait qu'il y a une pratique, il y a une création, une créativité qui émancipe, celle de l'œuvre, qui permet d'entrer en communication avec les autres, et les vrais autres, c'est-à-dire les autres tels qu'ils sont, pas tels qu'on voudrait qu'ils soient, et ensuite la production de produits qui, elle, vise à écraser en fait toute une communauté d'individus sous un certain type de propriété pour leur vendre le truc dont ils ont soi-disant besoin, alors qu'en réalité, je pense qu'on devrait chacun apprendre à créer ses besoins, à réfléchir aux besoins, à nos propres besoins et compagnie et compagnie. J'espère que je suis clair, parce qu'il est tard là maintenant, et j'espère que je m'égare pas. Je pense que t'es très clair, et puis ça fait en plus quelque part une belle conclusion, et t'as fait un peu le Jeopardy, t'as donné une réponse à une question que j'ai pas explicitement posée, mais je l'avais noté dans le conducteur, et on a presque eu un dialogue tous les deux dans la construction du conducteur. Je vais citer explicitement ce que j'ai mis dans le conducteur. J'ai mis exemple de tes jeux et de ton mantra vis-à-vis des jeux mainstream, j'avais mis des guillemets. Est-ce qu'il y a selon toi un parallèle à faire entre les visions entre guillemets open source des jeux et dans le monde de la tech? En fait, quelque part, ce que je vois dans ton travail et dans les jeux que tu proposes, j'y vois quelque part la même chose que
que des applications qui sont développées avec un format open source, c'est-à-dire en gros qui permettent à tout un chacun de savoir comment ça fonctionne et quelque part aussi de se le réapproprier et de se refaire le porteur et un élément de la vie de cette œuvre. Et je peux pas m'empêcher de voir dans ce que tu dénonce, et voyez tous les guillemets qui sont nécessaires à la compréhension de cette phrase, derrière des produits, les jeux qui sont peut-être considérés comme plus mainstream, donc on va mettre Donjons et Dragons par exemple dedans, le pauvre il sert de bon ennemi dans cette discussion, mais j'y vois aussi quelque part parfois l'affrontement entre un Windows et un Linux, quoi, par exemple, pour reboucler sur le monde de la tech. Et je fais beaucoup de parallèles derrière tout ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu le cas dans ta vision des choses. Est-ce que quand même, pour bien achever ma compréhension sur ta vision des choses, est-ce qu'on peut quand même considérer qu'un produit peut avoir une part d'œuvre en lui? Là encore une fois, je reprends à Donjons et Dragons. Est-ce qu'on peut considérer que Donjons et Dragons, derrière le produit commercial qu'il représente, on peut considérer malgré tout qu'il y a une œuvre culturelle, des éléments qui permettent justement comme ça d'être repris par les gens, par qui veut et en faire ce qu'il veut? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que quelque part un produit peut avoir une composante d'œuvre? Alors évidemment. Alors d'abord, un produit peut devenir un chef-d'œuvre. Oui. Au même titre qu'une œuvre. Donc les deux, le chef-d'œuvre, c'est le fait de rencontrer son public et de devenir en fait, un marqueur essentiel, de son temps. Il y a des produits, il y a des dessins animés qui ont été pensés comme des purs produits pour vendre des jouets et tout ça, et au final qui ont réussi à faire porter des propos existentiels et qui sont devenus finalement mythiques et compagnie et qui sont devenus des chefs-d'œuvre. On peut trouver ça dans le jeu vidéo également, des œuvres des produits qui devaient être que des produits et qui finalement se retrouvent portés par une espèce de force invisible jusqu'au chef-d'œuvre. Voilà. Donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est attention avec Donjons et Dragons, on peut faire exactement le même parallèle qu'on faisait tout à l'heure avec Fortnite, c'est-à-dire que Donjons et Dragons a été une œuvre émancipatrice. Ouais. Il a été une œuvre émancipatrice pour tout un tas de geeks comme moi, qui étaient maltraités à l'école, on nous traitait d'intello, on était toujours choisis les derniers en sport, les filles, il fallait même pas y penser parce que de toute façon on était moches, moi j'étais couvert de boutons, j'étais vraiment dans ma classe, j'étais vraiment au lycée ça a été terrible, j'ai même été souffre-douleur, tu vois, j'ai vraiment vécu une très donc là le jeu de rôle pour moi c'était hyper émancipateur. Tu décris ma vie au collège. Ouais, on a tous, les geeks là qu'on est, on a tous plus ou moins des expériences un peu comme ça, hein, on va pas se mentir. Et donc c'est très intéressant de se dire là Donjons et Dragons, tu vois, le jeu de rôle a été pour moi une œuvre émancipatrice parce qu'elle m'a permis de m'engouffrer dans cet imaginaire pour ne pas me suicider déjà, pour continuer en fait à exister dans un monde imaginaire dans lequel j'étais un peu plus puissant, dans lequel j'avais des amis, dans lequel je créais quelque chose de collectif et m'a aidé en fait à me construire. Aujourd'hui, je serais pas là sans le jeu de rôle sans doute. Donc ça c'est un élément de réponse, c'est de dire que pareil que Fortnite, les activités ne sont pas en elles-mêmes émancipatrices ou aliénantes, etc. Le problème de Donjons et Dragons, c'est pas tellement Donjons et Dragons en fait, c'est le fait que certaines personnes restent en fait dans Donjons et Dragons et refusent de s'ouvrir à d'autres pratiques du jeu de rôle. Voilà. Pour moi, mais ça c'est mon problème à moi parce que tu comprends, moi je fais des œuvres. Alors si les gens ils veulent jouer qu'à Donjons et Dragons, je me suis trompé de voie, tu vois, j'aurais dù faire que du Donjons et Dragons. Donc c'est normal en fait mon discours, je suis cohérent en fait avec mes intentions, tu vois. Donc voilà, donc en tout cas, Donjons et Dragons n'est pas en soi une œuvre aliénante et elle n'a peut-être même pas été pensée comme un produit d'ailleurs à la base. Moi je pense que Donjons et Dragons c'est une œuvre à la base. Par contre Donjons et Dragons 2, Donjons et Dragons 3, Donjons et Dragons 4, Donjons et Dragons 5, Donjons et Dragons 6, tu vois ce que je veux dire? Là, là, par contre, je suis plus trop sûr. Est-ce qu'on a un peu une boîte qui a repris, en fait, l'œuvre géniale de Gary Gygax, qui s'appellerait, par exemple, Wizard of the Coast, hein, mais il y en a eu d'autres avant, hein, TSR ou je ne sais quoi, enfin, tu vois, plein de... Et est-ce qu'on n'a pas eu, à un moment donné, des boîtes qui ont senti le filon et qui se sont dit, vu qu'il y a plein de gens qui jouent à ça, et si on faisait du pognon en leur revendant une version améliorée
Hein, et voilà, et c'est toujours pareil, hein. George Lucas, c'est pareil. Est-ce qu'il est pas complètement indé et anard quand il fait Star Wars 4? Et est-ce qu'à partir du moment où il se dit allez, je vais rajouter quelques effets spéciaux dans mon film pour le revendre à nouveau dans des boîtes de prod et puis vendre peut-être plus de jouets et puis quand est-ce qu'on verse du côté du produit, tu vois? Il y a des choses qui sont des œuvres et puis qui deviennent des produits au fur et à mesure parce qu'ils sont repris par des commerciaux, par Disney, par des vendeurs en fait qui eux visent uniquement à faire des produits et qui dépossèdent en fait leur caractère, le propos en fait, qui dépossèdent complètement les propos, qui dépecent en fait les œuvres pour virer les propos pour en faire des produits consommables et compagnie et compagnie. Donc tout ça est très compliqué, c'est toujours des curseurs, tu vois. On n'est jamais complètement œuvre ou complètement produit, on est toujours un peu, c'est un peu, ça se balade, etc., etc. Est-ce que je réponds à ta question ? Tu réponds parfaitement à ma question. Tu as répondu très très bien à toutes mes questions, Romaric. Tu as carrément joué le jeu et je t'en remercie évidemment beaucoup. C'est un échange, je savais qu'il nous emporterait dans des cieux qu'on n'aurait pas bien identifiés tous les deux, mais je ne soupçonnais pas que ce serait à ce point. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. J'espère que les auditeurs ont pris plaisir à écouter notre entretien à tous les deux. Avant de conclure, Guillaume, je vais donner des devoirs en fait à tes auditeurs et auditrices. J'aimerais que des auditeurs et auditrices me trouvent un fait dans le monde, c'est-à-dire me montrent quelque chose à l'intérieur du monde. Donc ça peut être une photo, ça peut être une proposition, qui m'enlève ma foi. Ouh, alors ça c'est un énorme dossier que tu lances. J'aimerais, voilà, si possible en fait, parce que moi en fait j'ai la foi depuis que je suis toujours, c'est un peu une maladie, tu vois. Ça accompagne toutes mes perceptions, toutes mes pensées et tout. Tu vois, et souvent je rencontre des gens comme toi qui me disent mais bon, tu dis ça pour te rassurer, tu te rassures à bon compte et tout ça. Et moi j'aimerais être comme vous en fait et découvrir la vérité et donc renier ma foi. Donc je vous demande si c'est possible, auditeurs, auditrices, dans les commentaires de me trouver quelque chose dans le monde en fait qui me permette en fait de douter que les dieux existent. Ah là là, c'est un énorme devoir à la maison que tu confies aux auditeurs qui écouteront ça pendant cet été en plus. Mais c'est bien, ils auront tout le temps pour y réfléchir. Tu sais, je suis à peu près persuadé qu'on aura un, entre guillemets, match retour de cet épisode. Je suis absolument pas certain de savoir quelle forme ça prendra, mais je suis à peu près persuadé que notre échange là, il aura des échos. Donc, on verra la forme qu'ils prendront. Et je suis sûr qu'on aura à nouveau l'occasion tous les deux de discuter de ce sujet. Merci infiniment. Donc en tout cas, Romaric, d'avoir joué le jeu. On va pouvoir rappeler aux auditeurs. Alors il y a plein de liens qui figureront dans les notes des épisodes normalement, mais si jamais tu voulais préconiser des moyens privilégiés pour les auditeurs, là au moment où ils vont s'arrêter d'écouter notre entretien, de savoir où te retrouver, qu'est-ce qu'on peut leur préconiser? Ils me retrouveront sur Adventure of Lolo 3 parce que vraiment c'est un jeu de casse-tête génial. Guillaume, si tu nous écoutes. Non, en plus tu sais que je l'ai acheté après que Guillaume m'ait conseillé Adventure of Lolo, je l'ai acheté, on est en train de se le faire avec un pote, Adventure of Lolo 3, parce qu'on avait fait le 1, le 2 et du coup il m'a donné envie d'y rejouer, Guillaume Podjaspala, et donc du coup là on a acheté le 3 et on est en train de se le faire sur une NES qu'on a dézonné nous-mêmes et tout, enfin on est des fous. Bref, et donc du coup vous pouvez me retrouver sur romaricbriand.fr où sont listés absolument l'intégralité des jeux que j'ai présentés aujourd'hui. Vous trouverez aussi un lien vers la cellule et compagnie. C'est abyssal, il y a plein de choses à découvrir. J'espère ne pas avoir été trop confus, mais on essaye de construire une pensée critique autour du jeu de rôle à travers des jeux aussi, à travers la cellule. Et t'as vu, je viens de dire on. J'ai entendu. J'ai bien entendu. Le Maelstrom, recueil d'articles sur le jeu de rôle et sur tes travaux. Est-ce que c'est un bon ouvrage de référence pour si on veut vraiment recreuser l'aspect philosophique et la vision que tu as du jeu de rôle? Est-ce que c'est un bon moyen? Alors, oui, c'est un très bon moyen. Ouais. Il paraît que c'est un très bon moyen pour y accéder. Ouais, merci infiniment. Je rappelle aux auditeurs que Tech Café, c'est un podcast qui est disponible gratuitement, sur lequel vous pouvez, tout comme pour les travaux de Romaric Briand, soutenir le travail sur Patreon. Vous aurez de toute façon là aussi, comme je disais, les liens dans les notes de l'épisode. Vous avez également techcafé.fr avec l'intégralité des épisodes de podcast qui sont diffusés à ce jour, qui sont
tous disponibles. Je suis Guillaume Vendée. C'était vraiment un plaisir de passer quelques heures dans vos oreilles et quelques heures en compagnie de Romaric Briand, que je salue une dernière fois. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Guillaume. Très bientôt dans un prochain épisode de podcast ou ailleurs, on va savoir. À très bientôt, Romaric. Ciao à toutes et à tous. À bientôt.